La réception de dame Eliabel. Le lendemain, dès l'aube, il semblait que la fièvre qui agitait le comptoir de Naufle eût gagné le manoir de Cresset. Dame Eliabel bousculait sa servante et 6 serfs du domaine avaient été requis en corvée pour la journée. On lavait les dalles à grande eau, on dressait la table, on entassait les bûches de part et d'autre de la cheminée. L'écurie était garnie de paille fraîche, la cour balayée. Dans la cuisine, un marcassin et un mouton entier tournaient déjà sur leurs broches. Les pâtés cuisaient au four, et le bruit se répandait dans le hameau que les Cresset attendaient un envoyé du roi. L'air était froid, léger, traversé d'un pâle soleil de janvier qui égayait les branchages nus et posait dans les flaques des chemins quelques gouttes de lumière. Guccio arriva en fin de matinée, couvert d'un manteau doublé de fourrure, coiffé d'un large chaperon de drap vert dont la crête lui retombait sur l'épaule, et monté sur un beau cheval bai, bien nourri et finement harnaché. Il était accompagné d'un valet et sentait d'une lieue l'homme riche. Il trouva la châtelaine et ses 2 fils en vêtements de fête. L'accueil qu'on lui fit, l'empressement des serviteurs, les embrassades de dame Eliabel, l'apprêt du couvert et de la maison lui parurent signes d'excellent augure. Marie d'Évidence avait parlé à sa famille. On savait pourquoi il venait, et on le traitait déjà comme le fiancé. Pierre de Cresset, toutefois, montrait un peu de gêne. « Mes bons amis, s'écria Guccio, que j'ai donc de joie à vous revoir. Mais il ne fallait pas vous mettre tellement en frais. Traitez-moi tout juste, comme si j'étais de votre famille. » Le mot déplut à Jean, qui échangea un regard avec sa mère. Guccio avait un peu changé d'aspect. De son accident, il lui restait une légère raideur dans la jambe droite, qui n'était pas sans donner quelque élégance hautaine à sa démarche. Les semaines d'immobilité sur un lit d'hôpital avaient favorisé une dernière poussée de croissance. Ses traits s'étaient accusés, son visage offrait une expression plus sérieuse, mûrie. L'adolescence chez lui s'effaçait pour lui laisser prendre son apparence d'homme. Sans avoir rien perdu de son assurance d'antan, bien au contraire, il se donnait moins de mal pour en imposer à autrui. Il parlait avec moins d'accent et un peu plus de lenteur, mais toujours avec autant de gestes. Regardant les murs autour de lui, comme si déjà il en était le maître, il demanda aux frères Cresset s'ils avaient l'intention d'effectuer quelques réparations sur leur manoir. « J'ai vu en Italie, dit-il, certains plafonds à peinture qui seraient ici du meilleur effet. Et votre salle d'étuve, ne comptez-vous pas la rebâtir? On a fait aujourd'hui des petites qui ont beaucoup de commodités, et à mon avis, ceci est indispensable aux soins du corps pour les gens de qualité. » Il fallait comprendre en sous-entendu « Je suis prête à payer tout cela, car c'est ainsi que j'aime à vivre. » Guccio avait également des idées sur le mobilier, sur les tapisseries à suspendre aux murailles pour les égayer. Il commençait à fort agacer Jean de Cresset, et Pierre lui-même estimait que c'était aller un peu vite en besogne que de parler haut des beautés de refaire déjà toute la maison. Guccio devisait ainsi de choses et d'autres depuis une demi-heure, et Marie n'était toujours pas apparue. « Peut-être, pensa-t-il, dois-je d'abord me déclarer. Aurais-je le plaisir de voir mademoiselle Marie? Nous fait-elle compagnie pour dîner? » « Certes, certes. Elle s'apprête. Elle descendra tout à l'heure, répondit dame Eliabel. Vous allez la trouver bien différente. Elle est tout à son nouveau bonheur. Guccio se leva, le cœur battant. « Vraiment ?» s'écria-t-il. « Oh, dame Eliabel, quelle joie vous me causez !»« Oui, et nous aussi, nous sommes bien joyeux de pouvoir nous louer de cette bonne nouvelle avec un ami tel que vous. Notre chère Marie est fiancée. » Elle marqua un temps. « Elle est fiancée à l'un de nos parents, le sire de Saint-Venant, un gentilhomme d'Artois de fort vieille noblesse, qui s'était pris d'elle et dont elle était prise. » Guccio demeura un instant comme dans le brouillard, incapable de parler, tripotant machinalement le reliquaire d'or que lui avait donné la reine Clémence et qui brillait sur son justo-corps, de 2 couleurs à la dernière mode italienne. Il entendit Jean de Cresset ouvrir une porte et appeler sa sœur. Faisant effort pour se reprendre, Guccio dit d'une voix qui lui sembla celle d'un autre « Et quand les noces auront-elles lieu ?»« Au premier jour de l'été, » répondit dame Eliabel. « Mais c'est tout juste comme si c'était fait, » précisa Jean de Cresset, car les paroles sont échangées. Celle à qui Guccio dédiait ses pensées depuis tant de mois, dont il avait si souvent parlé à Clémence de Hongrie, à Bouville, à Tholomyès, et qui avait été, dans l'éloignement et la maladie, le centre de ses rêves, entra raide, distante, mais les yeux rouges. Elle souhaita du bout des lèvres la bienvenue à Guccio.
Il se contraignit à la féliciter, et elle mit autant de dignité qu'elle put à recevoir ses compliments. Elle était tout près d'éclater en sanglots, mais réussit à se dominer, si bien que Guccio prit pour une froideur réelle ce qui n'était chez Marie que la crainte de se trahir et d'encourir les châtiments dont on l'avait menacé. Le repas trop copieux fut pénible. Dame Eliabelle, se délectant de sa propre perfidie, jouait la gaieté, obligeait son hôte à reprendre de chaque plat et ordonnait au serviteur de lui porter un nouveau quartier de mouton ou de marcassin sur sa tranche de pain. « Avez-vous perdu l'appétit en vos longs voyages ?» s'écria-t-elle. « Allons, allons, messire Guccio, il faut se bien nourrir à votre âge. N'est-ce point de votre goût? Servez-vous mieux de ce pâté ?» Pas une fois Guccio ne put rencontrer le regard de Marie. « Elle ne paraît pas trop fière d'avoir renié la foi qu'elle m'avait jurée, pensait-il. N'ai-je donc échappé à la mort que pour recevoir pareil affront? Ah, mes craintes n'étaient pas vaines quand je désespérais à l'Hôtel-Dieu de Marseille, et ces absurdes lettres que je lui ai envoyées. Mais pourquoi m'avoir fait répondre par Ricardo qu'elle demeurait dans les mêmes pensées et qu'elle se languissait de m'attendre, alors qu'elle s'engageait ailleurs? Cela est traîtrise, et je ne le pardonnerai jamais. Ah, le mauvais dîner que voilà! Jamais je n'en ai goûté de pire. La recherche d'une vengeance est parfois un dérivatif au chagrin. Je pourrais bien sûr, pensait Guccio, exiger immédiatement le remboursement de la créance, et peut-être cela les mettrait-il en telle difficulté qu'il leur faudrait renoncer aux noces. Mais le procédé lui parut d'une inadmissible bassesse. Avec des bourgeois, il en aurait peut-être usé ainsi. Avec des gentilshommes qui prétendaient l'écraser de leur noblesse, il cherchait une réponse de gentilhomme. Il voulait leur prouver qu'il était plus grand seigneur que tous les Cressets et tous les saints venants de la terre. Ce souci l'occupa pendant la fin du repas. Comme on disposait les desserts, il détacha soudain son reliquaire et le tendit à la jeune fille en disant « Voici, belle Marie, le cadeau qu'il me plaît de vous offrir pour vos noces. C'est la reine Clémence, oui, c'est la reine de France qui me l'a elle-même attachée au col pour les services que je lui ai portés et l'amitié dont elle m'honore. Une relique de Saint Jean-Baptiste y est enfermée. Je ne pense pas vouloir jamais m'en séparer, mais il semble qu'on puisse se défaire sans peine de ce qu'on tenait pour le bien le plus cher, que ceci donc vous protège, ainsi que les enfants que je vous souhaite d'avoir avec votre gentilhomme d'Artois. » Il n'avait trouvé que cette manière à la fois de témoigner son mépris et de prouver aux Cressets qu'ils avaient fait fi en sa personne d'un beau parti. C'était payer cher l'occasion d'une phrase. Décidément, envers ces gens qui n'avaient pas 3 deniers vaillants, les grands mouvements d'âme de Guccio se soldaient toujours par un geste coûteux. Venu pour prendre, il s'en allait immanquablement en ayant donné. Marie eut grand-peine à ne pas fondre en larmes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle approcha le reliquaire de ses lèvres, mais Guccio s'était déjà détourné. Prétextant sa blessure récente et la fatigue du voyage, il prit congé sur le champ, appela son valet, passa son manteau fourré, sauta en selle et sortit de la cour de Cressay avec la certitude qu'il n'y remettrait plus les pieds. « À présent, il nous faudrait tout de même écrire au cousin de Saint-Venant, » dit dame Eliabelle à ses fils lorsque Guccio eut passé le portail. Rentré au comptoir de Naufle, Guccio ne desserra pas les dents de la soirée. Il se fit présenter les livres et feignit de s'absorber dans l'examen des comptes. Le commis Ricardo comprit bien que les affaires de son jeune maître avaient rencontré quelques traverses, mais il jugea prudent de s'abstenir d'aucune question. Guccio passa une nuit sans sommeil dans l'appartement qu'on lui avait préparé avec tant de soin pour un long séjour. Maintenant, il regrettait son reliquaire, il regrettait sa décision de se fixer à Naufle, il regrettait ses lettres, il regrettait tout. « Elle ne méritait pas tant, je ne suis qu'un sot. Et l'oncle Spinello, comment va-t-il prendre mon retour ?» se demandait-il en s'agitant entre les draps rugueux. « Car je ne demeurerai pas ici un jour de plus, avec une telle humiliation. Je n'en ferai jamais d'autre. Et le sort vraiment m'est contraire. Je pouvais revenir dans l'escorte de la reine et obtenir une charge dans sa maison. Je manque le quai pour avoir voulu sauter trop vite et me voilà en hospice pendant 6 mois. Au lieu de rentrer à Paris et d'y travailler à ma fortune, je me précipite en ce bourg perdu afin d'épouser une fille de campagne dont je me monte la tête depuis bientôt 2 ans, comme s'il n'était d'autres femmes à travers le monde. Et je la trouve engagée à un niais de sa race. Beau travail. » Au matin, épuisé de regrets, de rancune et d'insomnie, il fit boucler son bagage et sceller son cheval. Il avalait un bol de soupe avant de partir, lorsque la servante qu'il avait vue la veille à Cressay se présenta au comptoir et demanda à lui parler sans témoin. Elle était chargée d'un message. Marie, qui avait réussi à s'échapper pour 1 heure, attendait Guccio à mi-chemin entre Naufle et Cressay, au bord de la Maudre.
À l'endroit que vous savez bien, ajouta-t-elle. Guccio comprit qu'il s'agissait du clos de pommiers, au bord de la rivière, où Marie et lui avaient échangé leur premier baiser. Dites à Madame Marie que c'est de sa part un soin inutile, car pour la mienne, je ne souhaite plus la rencontrer. Madame Marie fait peine à voir, dit la servante. Je vous jure, messire, que vous devriez aller la retrouver. Si l'on vous a offensé, cela ne vient point d'elle. Sans daigner répondre, il se mit en selle et s'engagea sur la route. Le quai de Marseille, que cela me serve de leçon, se disait-il. Ah, cette sottise, Dieu sait ce qui m'attend encore si je la revois. Qu'elle mange donc ses larmes toute seule, s'il lui vient envie de pleurer. Il parcourut ainsi 200 toises en direction de Paris, puis, brusquement, devant son valet stupéfait, il fit volter son cheval, le mit au galop et coupa à travers champs. En quelques minutes, il fut au bord de la Maudre. Il aperçut le clos, et sous les pommiers, Marie qui l'attendait. Rue des Lombards. Lorsque Guccio, en fin de journée, entra dans la cour de la banque Tolomei, rue des Lombards, son cheval était couvert d'écume. Guccio lança les rênes au valet, traversa la longue salle des comptoirs, déserte à cette heure, et grimpa aussi vite que le lui permettait sa hanche raide l'escalier qui menait au cabinet de son oncle. Il ouvrit la porte, la lumière était masquée par le dos de Robert d'Artois, celui-ci se retourna. « Ah, c'est la Providence qui vous envoie, ami Guccio !» s'écria-t-il en ouvrant les bras. « Je demandais justement à votre oncle un messager diligent et sûr pour courir sur le champ, en Artois, joindre messire de Fienne. Mais il faudra être prudent, mon Jouvenceau, ajouta-t-il comme si l'acceptation de Guccio ne pouvait faire de doute. Car mes bons amis d'Hirson ne ménagent pas leur peine, et ils ont lâché leurs chiens sur tout ce qui vient de chez moi. »« Monseigneur, répondit Guccio encore essoufflé, Monseigneur, j'ai manqué vomir mon âme sur la mer, l'autre année pour aller vous servir en Angleterre. Je viens de passer 6 mois couché pour m'être rendu à Naples au service du roi, et toutes ces courses n'ont guère fait pour ma félicité. Vous permettez que cette fois, je ne vous obéisse point, car j'ai mes propres affaires qui ne souffrent plus de délai. »« Je vous paierai si bien que vous ne le regretterez pas. »« Pour 1000 livres, monseigneur, je n'irai point, » s'écria Guccio, « et surtout pas en Artois. » Robert se tourna vers Tolomei, qui se tenait en retrait, les mains croisées sur le ventre. « Dites-moi, ami banquier, avez-vous jamais entendu chose pareille? Pour qu'un Lombard refuse 1000 livres, que je ne lui ai pas offertes au demeurant, il faut qu'il ait de sérieux motifs. Votre neveu ne serait-il point payé par maître Thierry? Que Dieu l'étrangle, celui-là, et avec ses propres tripes, s'il est possible !» Tolomei se mit à rire. « Ne craignez rien, monseigneur. Je soupçonne mon neveu d'être plutôt requis ces jours-ci par une intrigue d'amour, avec une dame de noblesse. »« Ah, s'il y a service de dame, dit d'Artois, je n'y peux rien et lui pardonne son refus, mais cela ne m'avance guère. »« J'ai ce qu'il vous faut, ne vous mettez pas en peine, répondit Tolomei. Un excellent messager qui vous servira d'autant plus discrètement qu'il ne vous connaît pas. Et puis, une robe de moine se fait peu remarquer par les chemins. »« Un moine ?» Et Robert d'Artois fit la moue. « Italien, » ajouta le banquier. « Ah, c'est déjà mieux, car voyez-vous, Tolomei, je veux réussir à grands coups. Puisque, sauf à enfreindre les ordres du roi, ma tante Mao ne peut présentement s'éloigner de Paris, je me propose de faire investir par mes alliés son château d'Esdin, ou plutôt mon château d'Esdin. Je me suis acquis, oui, avec votre or, vous alliez le dire, je me suis acquis la conscience de 2 sergents de cette bonne comtesse, 2 coquins comme tous ceux qu'elle emploie, vendables au plus offrant, et qui laisseront mes amis pénétrer dans la place. Si je ne puis jouir de ce qui m'appartient, au moins j'escompte un solide pillage, dont je vous chargerai de vendre le butin. Et là, monseigneur, vous me mêlez à une belle affaire. Bah, pendu pour pendu, autant que ce soit pour quelque chose. Puisque vous êtes banquier, vous êtes voleur, et le recel n'est point pour vous effrayer, je ne détourne jamais les gens de leur état. » Depuis l'arbitrage, il était de la meilleure humeur du monde. Il remit au banquier le message qu'il voulait faire parvenir en Artois. « Au sire de Fienne, n'est-ce pas, et à nul autre. Soistres et Caumont sont trop surveillés. Adieu, ami. Ah, je vous aime bien. » Il se leva,
agrafa le fermail d'or de son manteau, puis, plaquant les mains aux épaules de Guccio, « Amusez-vous, mon gentillet, amusez-vous avec les dames de haut lignage, c'est de votre âge. Quand vous aurez pris quelques années, vous saurez qu'elles sont aussi catins que les autres, et que les plaisirs dont elles se font marchandes, on les a pour 10 soldes au Bordeaux. » Il sortit, et l'on entendit pendant plusieurs secondes son grand rire résonner dans l'escalier. « Alors, mon neveu, à quand la noce ?» demanda Tholomyès. « Je ne t'attendais pas si vite. »« Mon oncle, il faut que vous m'aidiez, » s'écria Guccio. « Savez-vous que ces gens sont des monstres, et qu'ils ont interdit à Marie de me revoir, que leur cousin du Nord est vieux et difforme, et qu'elle va sûrement mourir. » « Quels gens, quels cousins ?» demanda Tholomyès. « J'ai l'impression, mon garçon, que tes affaires n'ont pas avancé comme tu l'espérais. Conte-moi donc cela en y mettant un peu d'ordre. » Guccio fit alors à son oncle le récit de sa visite à Naufle. Avec un sens tout latin de la tragédie, il ne manqua pas de noircir le tableau. La jeune fille était séquestrée. Elle avait risqué la mort, courant à travers les champs pour supplier Guccio de la sauver. La famille de Cressé voulait la marier de force à un lointain parent, personnage chargé de toutes les disgrâces corporelles et morales. « Un vieillard de 45 ans !» s'écria Guccio. « Jeune vieillard !»« Mais Marie n'aime que moi, elle me l'a dit et redit, et je sais bien qu'elle mourrait si on la contraint d'épouser un autre. Mon oncle, il faut m'aider !»« Mais de quelle manière veux-tu que je t'aide, mon ami ?»« Il faut m'aider à enlever Marie. Je l'emmènerai en Italie, nous séjournerons là-bas. » Spinello Tholomyès, un œil clos, l'autre ouvert, observait son neveu d'un air mi-inquiet, mi-amusé. « Je t'avais averti, mon garçon. Je pensais bien que cela ne serait pas si facile, et que tu avais tort d'aller t'enticher d'une fille de noblesse. Ces gens-là n'ont pas leur chemise à eux. Ils nous doivent jusqu'au lit dans lequel ils dorment, mais ils nous crachent au nez si nos garçons veulent y coucher. Oublie cette aventure, crois-moi. Lorsqu'on nous fait insulte, c'est généralement que nous avons tendu la tête pour la recevoir. Choisis donc quelque belle fille de nos familles, fortement pourvue de l'or de nos banques, qui te donnera d'aussi beaux enfants, et dont le char éclaboussera les pieds crottés de ta jouvencelle de campagne. » Guccio eut une soudaine inspiration. « Saint-Venant, n'est-ce pas le nom d'un des alliés d'Artois ?» s'écria-t-il. « Et si j'allais porter le message de monseigneur Robert, et puis trouver ce Saint-Venant, le provoquer et le tuer ?» Il avait déjà la main sur la dague. « Bonne chose, dit Tholomyès, et qui ne fera pas de bruit. Et puis les Cressé choisiront pour ta belle un autre parti en Bretagne ou en Poitou, et il faudra que tu ailles le tuer aussi. Ah, tu te prépares du travail. »« J'épouserai Marie ou personne, mon oncle, et je ne laisserai personne l'épouser. » Tholomyès éleva les mains au-dessus de sa tête. « Là voilà bien la jeunesse. Dans 15 ans, de toute façon, ta femme sera laide, et tu te demanderas en la regardant si ce visage fripé, ce gros ventre, ces mamelles pendantes valaient vraiment la peine que tu t'es donnée. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et puis je ne pense pas à 15 ans en avant, mais au jour où je suis. Et je sais que rien au monde ne peut me remplacer, Marie. Elle m'aime. Elle t'aime, dis-tu. Alors, mon garçon, si elle t'aime si fort, le mariage n'est pas un état indispensable pour être heureux à deux. L'évêque de Paris te tiendrait évidemment un autre langage. Mais moi, je t'invite à te réjouir de ce qu'on veuille donner à cette beauté un mari goitreux, difforme, et qui perd ses dents, selon le portrait que tu m'en fais sans l'avoir vu. Rien ne peut mieux te favoriser. » « Ah, mon oncle, vous ne connaissez pas Marie, sa pureté, ni la force de sa religion. Elle ne sera à moi que par mariage, et jamais elle n'appartiendra à celui auquel elle sera unie devant Dieu. Pour ce qui me regarde, je n'accepterai pas de la partager. Si c'est ainsi, je l'enlèverai sans votre aide. Dussions-nous courir les routes comme des gueux et mourir de froid en passant les montagnes. Mais d'abord, je vais aller trouver la reine Clémence. Elle me connaît et me tient en amitié. » Tholomyès frappa légèrement la table du bout des doigts. Son œil ordinairement clos s'était brusquement ouvert. « Maintenant tu vas te taire, dit-il sans presque hausser le ton. Tu n'iras trouver personne et surtout pas la reine. Car nos affaires ne vont pas si fort depuis qu'elle est là que nous ayons besoin d'attirer l'attention sur nous par un scandale.
La reine est toute bonté, toute charité, toute pitié, oui, je sais. En attendant, depuis qu'elle a pris empire sur l'esprit du roi, nous, les Lombards, on nous taille jusqu'au sang. C'est avec notre bien que le trésor fait l'aumône. On nous reproche de prêter avec usure. On nous charge de tous les péchés du royaume. Monseigneur de Valois nous défend peu et nous déçoit beaucoup. La reine Clémence te dispensera de douces paroles et forces bénédictions, mais je connais des gens à la cour qui se complairaient à te faire appliquer le châtiment réservé aux séducteurs de demoiselles nobles, ne serait-ce que pour retourner le grief contre moi, capitaine général des Lombards. Le vent ne souffle plus du même côté. Au vrai, on ne sait plus de quel côté il souffle. Les amis d'Enguerrand de Marigny, qui ne m'avaient guère en grâce, ont été libérés et forment partie autour du comte de Poitiers. Mais Guccio n'entendait rien. Il se moquait pour le présent des taxes, des ordonnances et des dispositions du pouvoir. La perspective même de la prison et d'un procès ne l'effrayait pas. Il s'obstinait dans son projet. Sans l'appui de personne, il enlèverait Marie. « Mais pauvre disgracié, dit Tholomyès en se touchant le front, vous ne ferez pas 10 lieues sans être arrêté. Ta donzelle sera mise au couvent quant à toi. Ah, tu veux l'épouser? Bon, je vais tenter de t'en fournir le moyen, puisqu'il semble que ce soit la seule façon de te guérir. » Et sa paupière gauche retomba. « Folie pour folie, puisque fou il y a, ce sera toujours moins grave que de te laisser agir seul, ajouta-t-il. Mais pourquoi doit-on servir les sottises de sa famille? Il agita une clochette, un commis se présenta. « Va au couvent des frères Augustins, lui dit Tholomyès, me quérir Fra Vincenzo, qui est arrivé l'autre matin de Pérouse. » Le mariage de minuit. 2 jours plus tard, Guccio reprenait la route de Naufle en compagnie du moine italien qui devait délivrer le message de Monseigneur Robert aux alliés d'Artois. Largement défrayé, Fra Vincenzo avait volontiers consenti ce détour afin de rendre à Tholomyès 2 services au lieu d'un. Ce religieux itinérant, employé par son ordre à courir les chemins entre la France et l'Italie, n'en était pas à sa première intrigue. Et le banquier, améliorant un peu la vérité, avait su présenter les ennuis de son neveu sous un jour assez pathétique. Guccio ayant séduit une jeune fille et commis avec elle les fautes de la chair, Tholomyès ne voulait pas que ses 2 enfants vécussent plus longtemps dans l'état de péché, mais il faudrait procéder discrètement pour ne pas éveiller les soupçons de la famille. Guccio et son moine se présentèrent à la nuit venue au manoir de Cresset. D'Améliabel et ses enfants étaient prêts à se mettre au lit. Le jeune Lombard leur demanda l'hospitalité, prétextant qu'il n'avait pas les clés de son logis de Naufle, que ses commis étaient à Montfort et qu'il lui fallait abriter cet homme d'église venu lui porter des nouvelles de Toscane. Comme Guccio avait dormi au manoir à plusieurs reprises, et sur l'insistance des Cresset eux-mêmes, sa démarche ne parut pas autrement surprenante. La famille s'efforça de lui faire bon accueil. « Fra Vincenzo et moi logerons dans la même chambre, » dit Guccio. Fra Vincenzo montrait un visage rond qui inspirait confiance tout autant que son habit. En outre, il ne parlait qu'italien, ce qui le dispensait de répondre à aucune question. Durant le frugal souper offert aux voyageurs, nulle allusion ne fut faite au prétendu engagement de Marie à un lointain cousin. Chacun semblait souhaiter éviter le sujet. Marie n'osait pas regarder Guccio, mais le jeune homme profita de ce qu'elle passait près de lui pour lui souffler « Cette nuit, ne vous endormez pas et soyez prête à sortir. » Au moment de se séparer, Fra Vincenzo adressa à Guccio une phrase incompréhensible pour les Cresset, où il était question de chiave et de cappella. Fra Vincenzo demande, traduisit Guccio, si vous pouvez lui donner la clé de la chapelle, car il doit partir fort tôt et voudrait dire sa messe auparavant. Ne désire-t-il pas, répondit la châtelaine, que l'un de mes fils l'aide à dire son office? Guccio se récria. Fra Vincenzo se lèverait vraiment très tôt, avant la pointe du jour, et insistait pour que personne ne se dérangeât, mais lui, Guccio, se ferait un devoir et un honneur de l'assister. Dame Eliabel remit donc au moine une chandelle, la clé de la chapelle et celle du tabernacle, puis on se sépara. Ce Guccio, je crois décidément que nous l'avons mal jugé, il est bien respectueux des choses de la religion, dit Pierre de Cresset à son frère, en se dirigeant vers leur appartement, dans l'aile gauche de la maison. Dame Eliabel occupait la chambre seigneuriale, au rez-de-chaussée.
Marie le jette à mi-étage de la tour carrée par laquelle on accédait aux pièces réservées pour les hôtes. Une fois enfermés dans celle qui leur avait été apprêtée, Fra Vincenzo invita Guccio à se confesser. Et soudain Guccio s'émerveilla des étranges agencements du destin qui l'amenaient, lui, petit siennois né dans un des plus riches palais de sa ville, à se trouver là, agenouillé sur un plancher disjoint, au milieu de la campagne d'Île-de-France, et se préparant l'âme devant un moine pérugin qu'il connaissait à peine, pour épouser nuitamment, au risque de sa vie, s'il était découvert, une fille de pauvre chevalier. Seuls les battements précipités de son cœur lui rappelaient que c'était bien à lui, au Guccio de tous les jours, que telle chose arrivait. Vers minuit, alors que tout le manoir était plongé dans le silence, Guccio et le moine sortirent à pas de loup de leur chambre. Le jeune homme alla gratter doucement à la porte de Marie. La jeune fille parut aussitôt. Sans un mot, Guccio lui prit la main, ils descendirent tous trois l'escalier à vis et gagnèrent l'extérieur par les cuisines. « Voyez, Marie, » murmura Guccio, « il y a des étoiles. Le frère va nous unir. » Marie ne témoignait ni surprise, ni réticence. 3 jours plus tôt, dans le verger de pommiers, Guccio lui avait promis de revenir promptement, et il était revenu, de l'épouser, et il allait le faire. Peu importaient les circonstances, elle lui était entièrement, totalement soumise. Un chien grogna, puis, ayant reconnu Marie, se tut. La nuit était glacée, mais ni Guccio ni Marie ne sentaient le froid. Ils entrèrent dans la chapelle. Fra Vincenzo alluma le cierge à la lampe minuscule qui brûlait au-dessus de l'autel. Bien que nul ne pût les entendre, ils continuaient à parler à voix basse. Le moine demanda si la fiancée s'était confessée. Elle répondit qu'elle l'avait fait l'avant-veille, et Fra Vincenzo lui donna l'absolution pour les péchés qu'elle aurait pu commettre depuis. Quelques minutes plus tard, par l'échange de 2 oui étouffés, le neveu du capitaine général des Lombards de Paris et la demoiselle de Cresset étaient unis devant Dieu, sinon devant les hommes. « J'aurais voulu vous offrir de plus somptueuses noces, » murmura Guccio. « Pour moi, mon doux aimé, il n'en peut être de plus belle, » répondit Marie, « puisque c'est à vous qu'elle me lie. » Ils revinrent sans difficulté dans la maison, remontèrent l'escalier. Arrivé à mi-étage, Fra Vincenzo prit Guccio par les épaules et le poussa doucement dans la chambre de Marie. Depuis près de 2 ans, Marie aimait Guccio. Depuis près de 2 ans, elle ne pensait qu'à lui et ne vivait que de l'espoir de lui appartenir. Maintenant que sa conscience était en paix et que les froids de la damnation étaient écartés, rien ne l'obligeait plus à contenir sa passion. La souffrance des filles, à l'instant de leurs noces charnelles, vient plus souvent de la peur que de la nature. Marie avait le goût de l'amour avant que de l'avoir connu. Elle s'y abandonna avec franchise, avec éblouissement. Guccio, pour sa part, bien qu'il n'eût que 19 ans, possédait assez d'expérience pour éviter les hâtes maladroites. Il fit de Marie cette nuit-là une femme heureuse, et comme en amour on ne reçoit qu'à la mesure de ce qu'on donne, il fut lui-même comblé. Vers 4 heures, le moine vint les réveiller, et Guccio regagna sa chambre. Puis Fra Vincenzo descendit avec quelque bruit, passa par la chapelle, alla sortir sa mule de l'écurie et disparut dans la nuit. Aux premières lueurs de l'aurore, Dame Eliabelle entr'ouvrit la porte de la chambre des voyageurs et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Guccio dormait d'un bon sommeil au souffle régulier. Ses cheveux noirs bouclaient sur l'oreiller. Son visage avait une expression de paix et d'enfance. « Ah, le joli cavalier que voilà !» pensa Dame Eliabelle en soupirant. La comète. Dans ce même temps, de la fin janvier, où Guccio Baglioni épousait secrètement Marie de Cresset, la cour de France, pour accomplir le vœu de la reine Clémence, effectuait le pèlerinage d'Amiens. Après avoir franchi les pieds dans la boue, la dernière partie du chemin, et traversé la ville en chantant des psaumes, les pèlerins royaux parcoururent à genoux la nef de la cathédrale, pour parvenir au bout d'une lente et pénible reptation devant la tête présumée de Saint Jean-Baptiste, exposée dans une chapelle latérale. La relique provenait d'un nommé Vallon de Sartou, croisé en 1202, qui s'était fait en Terre Sainte chercheur de pieuses dépouilles et avait rapporté dans ses bagages 3 pièces inestimables, le chef de Saint-Christophe, celui de Saint-Georges et une partie de celui de Saint-Jean. Entouré d'innombrables cierges et de milliers d'ex-voto accumulés pendant un siècle,
La relique d'Amiens n'était constituée que des os du visage enchâssés dans un reliquaire de vermeil dont le haut, en forme de calotte, remplaçait le crâne manquant. Cette face de squelette, toute noire sous sa couronne de saphir et d'émeraude, semblait rire et était proprement terrifiante. On y distinguait au-dessus de l'orbite gauche un trou qui, selon la tradition, était la marque du coup de stylet porté par Hérodiade lorsqu'on lui avait présenté la tête du précurseur. Le tout reposait sur un plat d'or. Clémence, apparemment insensible au froid de la chapelle, s'abîma en dévotion. Et Louis X lui-même, touché par la ferveur, parvint à demeurer immobile durant toute la cérémonie, l'esprit évoluant en des régions qu'il n'avait pas coutume d'atteindre. Les heureux résultats de ce pèlerinage ne tardèrent pas à se manifester. Vers la mi-mars, la reine présenta les symptômes qui lui permirent d'espérer que la bienfaisante intercession du saint avait exaucé ses prières. Néanmoins, physiciens et sages-femmes n'osaient encore se prononcer et demandaient un plein mois avant d'émettre une certitude. Pendant cette attente, le mysticisme de la reine gagna son époux, lequel se mit à gouverner tout juste comme s'il aspirait à la canonisation. Il est généralement mauvais de détourner les gens de leur nature. Mieux vaut laisser un méchant à sa méchanceté que de le transformer en mouton. La bonté n'étant pas son affaire, il en usera de façon déplorable. Le hutin, imaginant qu'il obtiendrait de la sorte la rémission de ses propres péchés, graciait et amnistiait sans discernement, tout ému de vider les prisons, si bien que le crime florissait à Paris où se commettaient plus de rapines, d'agressions et de meurtres qu'on n'en avait vu depuis 40 ans. Le guet était sur les dents, parce qu'on avait repoussé les filles folieuses dans les limites exactes de leur quartier, telles qu'assignées par Saint-Louis. La prostitution se développait dans des tavernes, et surtout dans les étuves, à ce point qu'un honnête homme ne pouvait plus aller prendre son bain d'eau chaude sans être exposé à des tentations de chair qui s'offraient sans voile. Clémence avait suggéré à Louis de restituer aux héritiers Marigny les biens de l'ancien recteur du royaume, au moins pour la part à elle-même attribuée. « Ah, cela, mamie, je ne puis le faire, » avait répondu le hutin, « et je ne saurais me déjuger à ce point, le roi ne peut avoir tort. Mais je vous promets, dès que l'état du trésor le permettra, de constituer à Louis de Marigny une pension qui le remboursera largement. » Cependant, les Lombards, dont on avait réduit les privilèges, maniaient moins aisément les clés de leur coffre lorsqu'il s'agissait des besoins de la cour. Et les anciens légistes de Philippe le Bel, Raoul de Presles en tête, formaient un groupe d'opposition autour du comte de Poitiers. Le connétable Gaucher de Châtillon s'était franchement déclaré de ce côté. En Artois, la situation ne s'améliorait nullement. En dépit de démarches multipliées, la comtesse Mao demeurait irréductible et refusait de signer l'arbitrage. Elle se plaignait de ce que les barons aient machiné une opération pour investir son château d'Esdin. La trahison de 2 sergents, qui devaient livrer la place aux Alliés, avait été découverte à temps, et maintenant 2 squelettes pendaient pour l'exemple au créneau d'Esdin. Néanmoins, la comtesse, obligée de se plier à l'interdiction, n'était pas retournée en Artois depuis la Noël, non plus qu'aucun membre de la famille d'Hirson. Aussi, la confusion était-elle grande dans tout le pays autour d'Arras, chacun se réclamant du pouvoir qui lui plaisait. Et les bonnes paroles n'avaient pas plus d'effet sur les barons que du lait coulant sur leur cuirasse. « Point de sang, mon doux seigneur, point de sang !» suppliait Clémence. « Amenez par la prière vos peuples à raison. » Cela n'empêchait pas qu'on s'étripât ferme sur les routes du Nord. Peut-être le hutin eût-il mis plus d'énergie à résoudre l'affaire si, dans le même moment, environ le temps de Pâques, toute son attention avait été requise par la situation de Paris. Le pluvieux été de 1315, l'été de l'Ost boueux, s'était révélé doublement funeste. Le roi ayant enlisé son armée et le peuple vu les récoltes pourrir sur pied. Toutefois, instruits par l'expérience de l'année précédente, les gens de campagne, si démunis qu'ils fussent, n'avaient pas vendu le peu de blé moissonné. La famine se déplaça donc des provinces vers la capitale, où le froment croissait en prix à mesure que les habitants maigrissaient. « Mon Dieu, qu'on les nourrisse !» disait la reine Clémence, en voyant les hordes faméliques qui se traînaient jusqu'à Vincennes pour mendier pitance. Il vint tant de pauvres qu'on dut faire défendre l'accès du château par la troupe. Clémence conseilla de grandes processions du clergé à travers les rues et imposa à toute la cour après Pâques le même jeûne que pendant le carême. Monseigneur de Valois s'y plia complaisamment, mais il trafiquait des céréales de son comté. Robert d'Artois, chaque fois qu'il lui fallait se rendre à Vincennes, avalait au préalable le repas de 4 hommes en répétant l'une de ses maximes favorites « Vivons bien, nous mourrons gras !»
après quoi, à la table de la reine, il pouvait faire figure de pénitent. Au milieu de ce mauvais printemps, une comète passa dans le ciel de Paris, où elle resta visible 3 nuits durant. Rien n'arrête l'imagination du malheur. Le peuple voulut reconnaître là l'annonce de grandes calamités, comme si celle qu'il subissait ne suffisait pas. La panique s'empara de la foule, et des émeutes éclatèrent en plusieurs points sans qu'on sût au juste contre qui elles étaient dirigées. Le chancelier engagea vivement le roi à rentrer en ville, ne fût-ce que pour quelques jours, afin de se montrer au milieu de la population. Ainsi, au moment où les bois commençaient à verdir autour de Vincennes, Clémence, qui retrouvait du charme à ce séjour, fut obligée de se transporter dans le grand palais de la cité qui lui semblait si hostile et si froid. Ce fut là qu'eut lieu la consultation des physiciens et des sages-femmes qui devaient se prononcer sur sa grossesse. Le roi était fort agité le matin de cette réunion, et pour tromper son impatience, il avait organisé une partie de longues paumes dans le jardin du palais, à quelques toises de l'îlot Juif. Un mur et un mince bras d'eau séparaient ce verger, où Louis courait après une balle de cuir, de l'emplacement sur lequel 25 mois plus tôt, le grand maître des Templiers se tordait parmi les flammes. Tout ruisselant de sueur, le hutin s'enorgueillissait fort d'un point que ces gentilshommes lui avaient laissé gagner, lorsque Mathieu de Trie s'approcha d'un pas pressé. Louis interrompit la partie et demanda « Alors, la reine est-elle grosse ?»« On ne sait pas encore, sire. Les physiciens sont à délibérer. Mais monseigneur de Poitiers vous demande, s'il vous plaît, de le venir rejoindre d'urgence. Il est dans la petite salle de justice avec monseigneur de Valois, monseigneur de la Marche et divers autres. »« Je ne veux point qu'on m'importune. Je n'ai point pour l'heure la tête aux affaires. »« La chose est grave, sire, et monseigneur de Poitiers affirme que des paroles vont se dire qu'il vous faut entendre de vos oreilles. » Louis à regret laissa choir la balle de cuir, s'essuya le visage, remit sa robe par-dessus sa chemise et dit « Continuez sans moi, mes seigneurs. » Puis il entra dans le palais en ajoutant à l'intention du chambellan « Aussitôt qu'on saura pour la reine, venez me prévenir. » Le cardinal envoûte le roi. L'homme n'était pas gardé par des sergents ou des archers, ainsi qu'un prévenu ordinaire, mais encadré par 2 jeunes gentilshommes au service du comte de Poitiers. Il portait un froc trop court qui laissait voir un pied tordu. Louis X lui porta à peine attention. Il salua de la tête ses frères, son oncle Valois et messire Mills de Noyer, qui s'étaient levés à son entrée. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en prenant place au milieu d'eux et en faisant signe qu'on se rassit. « D'une sombre et tortueuse affaire de sorcellerie, nous assure-t-on, répondit Charles de Valois avec une nuance d'ironie. « Ne pouvait-on pas charger le garde des Sceaux de l'instruire lui-même, sans me déranger dans mes soucis ?»« C'est tout juste ce que je faisais observer à votre frère, Philippe, dit Valois. Le comte de Poitiers croisa les doigts d'un geste tranquille. « Mon frère, dit-il, la chose m'est apparue importante non point tant pour le fait de sorcellerie, qui est assez commun, mais parce que cette sorcellerie semble s'être accomplie au sein même du conclave, et qu'elle nous ouvre la vue sur les sentiments que certains cardinaux nourrissent à notre endroit. » 1 an plus tôt, au seul mot de conclave, le hutin eût montré une vive agitation. Mais depuis qu'en faisant supprimer sa première femme il avait pu convoler, l'élection du pape l'intéressait beaucoup moins. « Cet homme se nomme Évrard, continua le comte de Poitiers. »« Évrard, répéta machinalement le roi. Il est clerc à Bar-sur-Aube, mais il a appartenu naguère à l'ordre du Temple, où il avait rang de chevalier. »« Un templier, ah oui, fit le roi. Il est venu se livrer voici 2 semaines à nos gens de Lyon qui nous l'ont envoyé. »« Qui vous l'ont envoyé, Philippe, précisa Charles de Valois. Poitiers feignit d'ignorer la pointe et poursuivit. Évrard a dit qu'il avait des révélations à faire, et on lui a promis qu'il ne souffrirait aucun mal à condition qu'il avoue bien le vrai, promesse que nous lui certifions ici. D'après ses déclarations, le roi avait les yeux fixés sur la porte, guettant l'apparition de son chambellan. Seul le préoccupaient pour l'heure ses chances de paternité. Le plus grand défaut de ce souverain était peut-être d'avoir l'esprit toujours requis par une autre question que celle en débat. Il était incapable de commander à son attention, ce qui constitue la pire inaptitude au pouvoir. Il fut surpris du silence qui s'était établi et sorti de son rêve. Seulement alors il regarda le prévenu, remarqua son visage parcouru de tics,
ses longues mâchoires maigres, ses yeux noirs un peu fous, sa bizarre pose déhanchée. Puis, revenant à Philippe de Poitiers, « Eh bien, mon frère, dit-il. « Mon frère, je ne veux point troubler vos pensées, j'attends que vous ayez fini de songer. » Le hutin rougit un peu. « Non, non, je vous écoute bien, continuez. » D'après ces déclarations, Évrard serait venu à Valence pour y trouver la protection d'un cardinal au sujet d'un différend qu'il avait avec son évêque. Il faudra d'ailleurs tirer ce point au clair, ajouta Poitiers en se penchant vers Mills de Noyer qui conduisait l'interrogatoire. Évrard entendit, mais ne broncha pas, et Poitiers enchaîna. À Valence, Évrard aurait fait, par hasard, prétend-il, connaissance du cardinal Francesco Caetani. « Le neveu du pape Boniface », dit Louis pour prouver qu'il suivait. C'est cela même. Et il serait entré dans l'intimité de ce cardinal, fort versé en alchimie, puisqu'il a chez lui, toujours au dire d'Évrard, une pièce emplie de fourneaux, de cornues et de poudres diverses. « Tous les cardinaux sont plus ou moins alchimistes, c'est leur marotte, dit Charles de Valois, en haussant les épaules. Monseigneur Duez a même écrit un traité là-dessus. C'est exact, mon oncle. Mais la présente affaire ne ressort pas précisément de l'alchimie, qui est science fort utile et respectable. Le cardinal Caetani voulait trouver quelqu'un qui pût évoquer le diable et procéder à des envoûtements. Charles de la Marche, imitant l'attitude ironique de son oncle Valois, dit « Voilà un cardinal qui sent fort le fagot. »« Eh bien qu'on le brûle !» dit avec indifférence le hutin, qui de nouveau regardait la porte. « Qui voulez-vous brûler, mon frère, le cardinal ?»« Ah, c'est le cardinal. Alors non, il ne faut pas. » Philippe de Poitiers eut un soupir de lassitude avant de reprendre en appuyant un peu sur les mots. Évrard répondit au cardinal qu'il connaissait un homme qui fabriquait de l'or au profit du comte de Bar. En entendant ce nom, Valois se leva indigné et s'écria « En vérité, mon neveu, on nous fait perdre notre temps. Nous connaissons assez notre parent le comte de Bar pour savoir qu'il ne donne point dans de telles sottises. Si même dans l'heure présente il n'est pas trop notre ami. Nous sommes devant une fausse dénonciation de diablerie, comme il s'en fait 20 chaque jour, et qui ne mérite pas d'y ouvrir les oreilles. » Si calme qu'il s'imposa d'être, Philippe finit par perdre patience. « Vous avez bien, mon oncle, ouvert vos oreilles aux dénonciations de sorcellerie quand elles atteignaient Marigny. Veuillez au moins accorder louis à celle-ci. D'abord, il ne s'agit pas du comte de Bar, ainsi que vous l'allez voir, car Évrard n'alla pas chercher l'homme qu'il avait dit, mais présenta au cardinal un certain Jean Dupré, autre ancien templier qui se trouvait lui aussi à Valence par hasard. C'est bien cela, Évrard. » L'interrogé approuva silencieusement, inclinant la tête si bas qu'il montra sa tonsure. « Ne vous semble-t-il pas, mon oncle, reprit Poitiers, que voici bien des hasards ensemble, et beaucoup de templiers du côté du conclave à rôder autour du neveu de Boniface ?» En effet, murmura Valois. Revenant à Évrard, Poitiers lui demanda brusquement « Connais-tu messire Jean de Longwy ?» Évrard serra ses longs doigts plats sur la cordelière de son froc, et son visage osseux fut secoué d'un tic plus violent, mais il répondit sans trouble. « Non, monsieur, je ne le connais pas autrement que de nom. Je sais seulement qu'il est le neveu de Feu, notre grand maître. »« Feu, l'expression est bonne, » fit remarquer Valois en sourdine. « Tu es bien certain de n'avoir jamais eu rapport avec lui, insista Poitiers, ni d'avoir reçu, par d'anciens frères à toi, aucun avis de sa part. »« J'ai ouï dire que messire de Longwy cherchait à garder lien avec d'aucun d'entre nous, mais rien de plus. »« Et tu n'aurais pas appris de ce Jean Dupré, par exemple, le nom du Templier qui vint à l'Ost de Flandre, délivrer des messages au sire de Longwy et emporter les siens ?» Charles de Valois haussa les sourcils. Son neveu Philippe décidément en savait long sur bien des choses, mais pourquoi gardait-il toujours ces renseignements pour lui? Évrard s'était mis à trembler. Philippe de Poitiers ne le quittait pas des yeux. L'homme correspondait bien à la description qu'on lui en avait faite. « As-tu été tourmenté autrefois ?»« Ma jambe, monseigneur, ma jambe, réponds pour moi !» s'écria Évrard. Le hutin pensait « Ces 3 de temps que prennent ces physiciens, Clémence n'est pas grosse, et nul n'ose venir m'en avertir. » Il fut rappelé à la réalité immédiate par Évrard qui s'était jeté à ses genoux et suppliait. « Sire, sire de grâce, ne me faites point tourmenter à nouveau, je jure Dieu que je veux confesser le vrai. »
Il ne faut point jurer, c'est péché, dit le roi. Les deux bacheliers obligèrent Évrard à se relever. Il conviendrait d'éclairer aussi ce point de l'ost, dit Poitiers. Continuons l'interrogation. Mills de Noyer demanda « Alors, Évrard, que vous a déclaré le cardinal ?» L'ancien templier, mal revenu de sa panique, répondit d'une voix précipitée « Le cardinal nous a déclaré, à Jean Dupré et à moi, qu'il voulait venger la mémoire de son oncle et devenir pape. Et que pour cela, il fallait détruire les ennemis qui lui faisaient obstacle. Et il nous a promis 300 livres, si nous pouvions l'y aider. Et les 2 premiers ennemis qu'il nous désigna... » Évrard hésita, leva les yeux vers le roi, les baissa. « Allons, poursuivez, fit Mills. »« Il nous désigna le roi de France et le comte de Poitiers en nous disant qu'il serait bien aise de les voir passer les pieds-outres. » Le hutin machinalement contempla ses propres souliers quelques secondes, puis, sursautant, s'écria « Les pieds-outres ? Mais c'est tout juste ma mort que complote ce méchant cardinal !»« Tout juste, mon frère, dit Poitiers en souriant, et la mienne aussi. »« Et vous, le boiteux, ne saviez-vous pas que pour un tel forfait vous seriez brûlé dans ce monde et damné dans l'autre ?» continua le hutin. « Sire, le cardinal Caetani nous avait assuré que lorsqu'il serait pape, il nous ferait absoudre de tout. » Le buste penché, les mains aux genoux, Louis dévisageait avec stupeur l'ancien templier. En même temps, les avertissements de maître Martin lui revenaient à l'esprit. « Me déteste-t-on si fort que l'on désire me tuer ?» dit-il. « Et de quelle façon le cardinal voulait-il m'expédier les pieds-outres ?»« Il nous dit que vous étiez trop bien gardé, sire, pour qu'on pût vous atteindre par le fer ou par le poison, et qu'il fallait procéder par envoûtement. À cette fin, il nous fit bailler une livre de cire vierge, que nous mîmes à mollir en un bassin d'eau chaude dans la chambre au fourneau. Puis, frère Jean Dupré fabriqua bien habilement une image d'homme, avec une couronne dessus. » Louis X fit un rapide signe de croix. « Et ensuite, une autre plus petite, avec une plus petite couronne. Pendant notre travail, le cardinal vint nous visiter. Il sembla tout joyeux, et il se prit même à rire en regardant la première image. Et il nous a dit, il a moult grands membres. » « Et après ?» demanda le hutin nerveusement. « Qu'avez-vous fait de ces images ?»« Nous y avons mis les papiers. »« Quels papiers ?»« Les papiers qu'il faut placer dans l'image avec le nom de celui qu'elle figure et les mots de la conjuration. »« Mais je vous jure, sire !» s'écria Évrard, « que nous n'avons pas écrit votre nom ni celui de monseigneur de Poitiers. Au dernier moment, nous avons pris peur et nous avons inscrit les noms de Jacques et Pierre de la Colonne. » Les 2 cardinaux colonna, précisa Philippe de Poitiers. « Parce que le cardinal nous les avait cités aussi comme ses ennemis. Je jure que c'est ainsi. » Louis X se tourna vers son cadet comme s'il cherchait avis et appui. « Croyez-vous, Philippe, que cet homme-là dise le vrai ? Il faut le faire bien travailler par les tourmenteurs. » Au mot de tourmenteur, Évrard tomba une seconde fois à genoux et se traîna vers le roi les mains jointes, en rappelant qu'on lui avait promis de ne pas le torturer s'il faisait des aveux complets. Un peu d'écume blanche lui moussait au coin des lèvres, et la peur lui donnait un regard de démon. « Arrêtez-le ! Empêchez-le qu'il me touche !» cria Louis X. « Cet homme est possédé !» Et l'on aurait pu dire lequel, du roi ou de l'envoûteur, était le plus effrayé par l'autre. « Les tourments ne servent de rien !» hurlait l'ancien templier. « C'est à cause des tourments que j'ai renié Dieu !» Mills de Noyer prit note de cet aveu spontané. « À présent, c'est le repentir qui me conduit, » continua Évrard, toujours à genoux. « Je vais tout confesser. Nous n'avions pas de crème pour baptiser les images. Nous en avertîmes le cardinal qui se trouvait en consistoire dans la grande église et qui nous fit répondre tout bas par son secrétaire Andrieux de nous adresser au prêtre Pierre en l'église derrière la boucherie, en feignant que ce crème fût destiné à un malade. » Il n'était plus besoin de poser des questions. Évrard de lui-même fournissait des détails, livrait les noms des gens au service du cardinal. Puis nous prîmes les 2 images et 2 chandelles bénites, et encore un pot d'eau bénite en cachant le tout sous nos frocs. Et le frère Bost nous conduisit chez l'orfèvre du cardinal nommé Baudon, qui avait fort avenante jeune femme. Il fut le parrain et sa femme la marraine. Nous avons baptisé les images dans un plat à barbier, après quoi nous les avons rapportées au cardinal, qui nous en fit grand merci et y planta lui-même de longues épingles à l'emplacement du cœur et des parties vitales. La porte s'entr'ouvrit, et Mathieu de Trie montra la tête, mais le roi de la main lui fit signe de se retirer. « Ensuite » demanda Mills de Noyer. « Ensuite, le cardinal nous demanda de procéder à d'autres envoûtements, » répondit Évrard. « Mais alors je m'inquiétais parce que
Trop de gens commençaient d'être dans le secret, et je suis parti pour Lyon, où je me suis remis aux gens du roi, qui m'ont envoyé ici. » « Avez-vous touché les 300 livres ?»« Oui, messire. »« Peste !» dit Charles de la Marche. « Que peut un clerc avoir besoin de 300 livres ?» Évrard baissa le front. « Les filles, monseigneur, » répondit-il assez bas. « Ou bien le temple, » prononça comme pour lui-même le comte de Poitiers. Le roi ne disait rien, abîmé en de secrètes angoisses. « Ô petit Châtelet !» dit Poitiers à ses 2 bacheliers en désignant Évrard. Celui-ci se laissa emmener sans réagir. Il paraissait brusquement à bout de force. « Ces anciens Templiers semblent former un beau vivier de sorciers, » reprit Poitiers. « Notre père aurait dû ne point brûler le grand maître, » murmura Louis X. « Ah, l'avais-je assez dit ?» s'écria Valois. « J'ai tout fait pour m'opposer à cette sentence funeste. »« Certes, mon oncle, vous l'aviez dit, » répliqua Poitiers. « Mais ce n'est plus de cela qu'il s'agit. Il saute au regard que les rescapés du Temple restent associés et qu'ils sont prêts à tout pour le service de nos ennemis. Cet Évrard n'a pas avoué la moitié de ce qu'il sait. Son compte était préparé, vous pensez bien, mais tout n'en peut être inventé. Il en ressort que ce conclave qui se traîne de ville en ville depuis 2 ans déshonore la chrétienté autant qu'il nuit au royaume, et que les cardinaux s'y conduisent par âpreté de la tiare, tout juste de manière à mériter l'excommunication. « Ne serait-ce pas le cardinal Duèze, dit Mills de Noyer, qui nous aurait expédié cet homme afin de nuire à Caetani ?»« La chose n'est pas impossible, dit Poitiers. Cet Évrard doit se nourrir à toutes les mangeoires pourvu que le fourrage y soit un peu pourri. » Il fut interrompu par monseigneur de Valois dont le visage avait pris un grand air de sérieux et de réflexion. « Ne serait-il pas souhaitable, Philippe, que vous fissiez un tour vous-même du côté du conclave, dont vous montrez que vous connaissez si bien les affaires? Vous seul, à mon jugement, êtes apte à débrouiller cet écheveau d'intrigue, faire la lumière sur ses manœuvres criminelles et aussi hâter une nécessaire élection. » Philippe eut un léger sourire. « Notre oncle se croit bien habile en ce moment, pensa-t-il. Il a découvert enfin le moyen de m'écarter de Paris et de m'envoyer dans un bon guêpier. »« Ah, le sage conseil que vous nous portez là, mon oncle !» s'écria Louis X. « Certes, il faut que Philippe nous rende ce service. Mon frère, je vous serais bien gré d'accepter et de vous enquérir par vous-même de ces images baptisées qui nous représentaient. Ah oui, il le faut au plus tôt. Vous y êtes aussi intéressé que moi. Savez-vous par quel moyen de religion on peut se défendre des envoûtements ? Tout de même, Dieu est plus fort que le diable. » Et il ne donnait pas l'impression d'en être absolument sûr. Le comte de Poitiers réfléchissait. La proposition, d'une certaine façon, le tentait. Quitter pour quelques semaines la cour, où il était impuissant à empêcher les erreurs, où il se trouvait constamment en opposition avec Valois et Mornay, allait accomplir enfin une œuvre utile. Emmener avec lui ses amis et soutiens fidèles, le connétable Gaucher, le légiste Raoul de Presles, Mills de Noyer, un homme de guerre, un homme de loi et un homme de guerre et de loi, puisque Mills s'était conseillé au Parlement après avoir été maréchal de l'Ost. Et puis, qui sait ? Celui qui fait un pape se trouve en bonne position pour recevoir une couronne. Le trône de l'Empire d'Allemagne, auquel son père avait déjà songé pour lui, et qu'il était en droit de briguer comme comte palatin, pouvait un jour redevenir libre. « Eh bien, soit, mon frère, j'accepte, pour vous servir. »« Ah, le bon frère que voilà !» s'écria Louis X. Il se leva pour embrasser le comte de Poitiers et s'arrêta devant son siège en poussant un hurlement. « Ma jambe, la voilà toute froide, et parcourue de frémissements, je ne sens plus le sol en dessous !» On eût cru, parce qu'il le croyait, que le démon déjà le tenait par le mollet. « Et quoi, mon frère, dit Philippe. Vous avez des fourmis dans le pied, voilà tout, frottez-vous un peu. »« Ah, vous pensez ?» Et le hutin sortit en boitillant, comme Évrard. En rentrant dans ses appartements, il apprit que les physiciens s'étaient prononcés affirmativement, et qu'il serait père, avec l'aide de Dieu, vers le mois de novembre. Ses familiers s'étonnèrent de ne pas le voir sur l'instant témoigner pleinement sa joie. Je place l'artois sous ma main. Le lendemain, Philippe de Poitiers fit visite à sa belle-mère afin de lui annoncer son proche départ. Mao d'Artois résidait alors en son château neuf de Conflans, ainsi nommé parce que situé exactement au confluent de la Seine et de la Marne à Charenton. Les aménagements et la décoration n'en étaient pas terminés. Béatrice d'Hirson assistait à l'entretien.
Lorsque le comte de Poitiers raconta l'interrogatoire du Templier, la même pensée vint aux deux femmes. Elles échangèrent un bref regard. Le personnage employé par le cardinal Caetani offrait de bien frappantes similitudes avec le faux fabricant de cierges qui les avait aidés 2 ans plus tôt à empoisonner Guillaume de Nogaret. Et il serait bien étonnant qu'il y eût 2 anciens Templiers du même nom, et tous 2 versés en sorcellerie. La mort de Nogaret lui était une bonne introduction auprès du neveu de Boniface. Il est allé se faire payer de ce côté-là. Oh, méchante affaire, se disait Mao. Comment s'est-il présenté, cet Évrard, pour la figure demanda-t-elle à Philippe. Maigre, noir, l'air un peu fou et un pied boiteux. Mao observait Béatrice. Celle-ci fit un signe affirmatif avec les paupières. La comtesse d'Artois sentit le malheur la saisir aux épaules. On allait certainement questionner davantage Évrard, avec de bons instruments à explorer la mémoire. Et si jamais il parlait? Non qu'on regrettât beaucoup Nogaret dans l'entourage de Louis X, mais on serait trop content de se servir de ce meurtre pour lui intenter procès à elle. Quel parti Robert en serait tiré? Or, il y avait tout à craindre qu'Évrard parlât, si même ce n'était pas déjà fait. Mao échafaudait des plans. Faire oxyre un prisonnier dans le fond d'une prison royale n'est pas chose aisée. Qui va m'aider là-dedans? S'il en est encore temps. Philippe, il n'y a que Philippe, il faut que je lui avoue. Mais comment va-t-il prendre cela? Qu'il refuse de me soutenir, et c'est ma fin. L'a-t-on tourmenté? Demanda-t-elle. Béatrice, elle aussi, avait la gorge sèche. On n'a pas eu le temps, répondit Poitiers, qui s'était baissé pour remettre en place sa boucle de soulier. Mais, Dieu soit loué, pensa Mao, rien n'est perdu. Allons, jetons-nous à l'eau. Mon fils, dit-elle, mais c'est un grand dommage, continua Poitiers, toujours penché, car maintenant nous ne saurons rien de plus. Évrard s'est pendu cette nuit dans sa geôle du Petit Châtelet. La peur sans doute d'être de nouveau mis à la gêne. Il entendit 2 profonds soupirs. Il se releva, un peu surpris que les 2 femmes marquassent tant de compassion pour le sort d'un inconnu et de si basse espèce. « Vous alliez me dire quelque chose, ma mère? Je vous ai interrompu. » Mao instinctivement touchait à travers sa robe la relique qu'elle portait sur la poitrine. « Je voulais vous dire... Que voulais-je vous dire, au fait? Ah oui, je voulais vous parler de ma fille Jeanne. Voyons, l'emmenez-vous en votre voyage. » Elle avait retrouvé ses esprits et son ton naturel. Mais, Seigneur, quelle alerte! Non, ma mère, son état me paraît l'interdire, répondit Philippe. Et moi aussi je souhaite vous entretenir d'elle. Elle est à 3 mois d'accoucher, et il serait imprudent de l'aventurer sur de mauvaises routes. J'aurais fort à me déplacer. Béatrice d'Hirson, pendant ce temps, voguait dans le monde des souvenirs. Elle revoyait l'arrière-boutique de la rue des Bourdonnais, elle respirait le parfum de cire, de suif et de chandelle, elle se rappelait le contact des dures mains d'Évrard sur sa peau, et cette impression étrange qu'elle avait eue de s'unir au diable. Et voilà que le diable s'était pendu. « Pourquoi souriez-vous, Béatrice ?» lui demanda le comte de Poitiers. « Pour rien, monseigneur, sinon parce que j'ai toujours plaisance à vous voir et à vous écouter. »« En mon absence, ma mère, reprit Philippe, j'aimerais que Jeanne vécût ici, auprès de vous. Vous pourrez l'entourer des soins qu'il faut, et serez mieux à même de la protéger, pour tout dire. Je me méfie assez des entreprises de notre cousin Robert qui, lorsqu'il ne peut venir à bout des hommes, s'attaque aux femmes. Ce qui signifie, mon fils, que vous me rangez parmi les hommes. Si c'est un compliment, il ne me déplaît point. » « En vérité, c'est un compliment, » dit Philippe. « Serez-vous toutefois de retour pour la délivrance de Jeanne? Je le souhaite fort, mais ne puis vous l'assurer. Ce conclave est si finement embrouillé que je n'en pourrais dénouer les fils sans patience. Ah, il m'inquiète que vous soyez éloigné pour un si longtemps, Philippe, car mes ennemis vont sûrement en faire leur profit. Quant à l'Artois, eh bien, prétextez de mon absence pour ne céder rien, ce sera le plus sage, dit Philippe en prenant congé. Quelques jours plus tard, le comte de Poitiers partit pour le Midi, et Jeanne vint s'installer à Conflans. Ainsi que Mao l'avait prévu, la situation en Artois empira presque aussitôt. Le printemps incitait les alliés à sortir de leur château. Sachant la comtesse isolée et tenue en quasi-disgrâce, ils avaient décidé d'administrer directement la province et le faisaient très mal. Mais l'état d'anarchie leur plaisait assez, et il était à redouter que leur exemple ne fût suivi dans les comtés voisins.
Louis X, qui avait regagné le séjour de Vincennes, résolut d'en finir une bonne fois. Il y était encouragé par son trésorier, car les impôts d'Artois ne rentraient plus du tout. Mao avait beau jeu de dire qu'on l'avait mise dans l'incapacité de percevoir les tailles, et les barons opposaient la même réponse. C'était le seul point sur lequel les adversaires fussent d'accord. « Je ne veux plus de grands conseils, ni de tractations par envoyés parlementaires, où chacun ment à chacun et où rien n'avance, avait déclaré Louis X. Cette fois, je vais procéder par entretien direct et amener la comtesse Mao à me céder. » Le hutin, durant ces semaines-là, donnait les signes de la meilleure santé. Il n'éprouva que fort peu les malaises, flux de toux et maux de ventre auxquels il était sujet. Les jeûnes pieux imposés par Clémence lui avaient certainement été salutaires. Il en conclut que l'envoûtement pratiqué contre lui était resté inopérant. Et au moins, par précaution, il continuait plusieurs fois la semaine. Également, il entourait la grossesse de la reine non seulement des sages-femmes les plus réputées du royaume, mais aussi des saints les plus compétents du paradis. Saint Léon, Saint Norbert, Sainte Colette, Sainte Julienne, Saint Druon, Sainte Marguerite et Sainte Félicité, cette dernière parce qu'elle n'eut que des enfants mâles. Chaque jour arrivaient de nouvelles reliques. Tibia et prémolaires s'accumulaient dans la chapelle royale. La perspective d'une progéniture dont il était certain qu'elle fût sienne avait parachevé la transformation du roi et fait de lui un homme moyen, presque normal. Il était apparemment calme, courtois, détendu, le jour où il convoqua la comtesse Mao. De Charenton à Vincennes, la distance était courte. Pour conférer à l'entretien un caractère d'intimité familiale, Louis reçut Mao dans l'appartement de Clémence. Celle-ci brodait. Louis parla d'un ton conciliant. « Scellez pour la forme l'arbitrage que j'ai rendu, ma cousine, puisqu'il semble que nous ne puissions obtenir la paix qu'à ce prix. Et puis nous verrons. Ces coutumes de Saint-Louis, après tout, ne sont pas si bien définies, et vous aurez toujours moyen de reprendre d'une main ce que vous aurez faim de donner de l'autre. Imitez ce que j'ai fait moi-même avec les Champenois, quand le comte de Champagne et le sire de Saint-Phal sont venus me réclamer leur charte. J'ai fait ajouter « Force les cas qui d'anciennes coutumes appartiennent au souverain prince et à nul autre. Aussi, maintenant, quand un cas apparaît comme litigieux, il relève toujours de la souveraineté royale. » En même temps, il poussait vers la comtesse d'un geste amical la coupe où, tout en parlant, il puisait des dragées. Mao s'abstint de rappeler que l'ingénieuse formule dont Louis à présent s'enorgueillissait était due à Enguerrand de Marigny. « Voyez-vous, sire mon cousin, le fait ne se présente pas de même pour moi, répondit-elle, car je ne suis point souverain prince. Qu'importe, puisque j'exerce la souveraineté au-dessus de vous. S'il y a différend, il sera porté devant moi, et je le trancherai en votre faveur. » Mao prit une poignée de dragées dans la coupe. « Fort bonne, dit-elle la bouche pleine, s'efforçant de gagner du temps. « Je ne suis pas bien gourmande de sucreries, mais je dois dire qu'elles sont fort bonnes. Ma bien-aimée Clémence sait que j'aime en grignoter à toute heure, et elle veille à ce que sa chambre en soit pourvue, dit Louis en se tournant vers la reine de l'air d'un époux qui veut marquer qu'il est comblé. Clémence leva les yeux de dessus son métier à broder et rendit à Louis son sourire. « Alors, ma cousine, reprit-il, vous allez sceller. » Mao acheva de broyer une amande enrobée de sucre. « Eh bien, non, sire mon cousin, je ne puis sceller. Car aujourd'hui nous avons en vous un fort bon roi, et je ne doute pas que vous agissez selon les sentiments que vous me dites, mais vous ne durerez pas toujours, et moi moins longtemps encore. Il peut venir après vous, le plus tard possible, Dieu le veuille, des rois qui ne jugeront pas avec la même équité. Je suis forcé de penser à mes héritiers et ne puis les mettre à discrétion du pouvoir royal, pour plus que nous ne lui devons. » Si nuancé qu'en fût la forme, le refus n'en était pas moins catégorique. Louis, qui avait affirmé qu'il viendrait à bout de la comtesse par sa diplomatie personnelle, bien mieux que par grande audience publique, perdit rapidement patience. Sa vanité était en jeu. Il commença d'arpenter la chambre, éleva le ton, frappa sur les meubles, mais, rencontrant le regard de Clémence, il s'arrêta, rougit, et s'efforça de reprendre un maintien royal. Au jeu des arguments, Mao était plus forte que lui. « Mettez-vous à ma place, mon cousin, dit-elle. Vous allez avoir un héritier, supporteriez-vous de lui transmettre un pouvoir diminué? » « Eh bien, justement, madame, je ne lui laisserai pas un pouvoir diminué, ni le souvenir qu'il eut un père faible. À la parfum,
C'est trop me tenir tête. Et puisque vous vous obstinez à m'affronter, je place l'artois sous ma main. C'est dit. Et vous pouvez retrousser vos manches de robe, vous ne me faites point peur. Désormais, votre comté sera gouverné en mon nom, par un de mes seigneurs, que je vais y nommer. Quant à vous, vous n'aurez plus droit de vous écarter que de 2 lieues des séjours que je vous ai assignés, et ne vous présentez plus devant moi, car je n'aurai point plaisir à vous voir. Le coup était de taille, et Mao ne s'y attendait pas. Décidément, le hutin avait bien changé. Les malheurs surviennent en série. Si brusquement congédié, Mao, sortant de l'appartement de la reine, tenait encore une dragée. Elle la mit machinalement en bouche et y mordit avec tant de violence qu'elle se fendit une dent. Pendant une semaine, Mao fut à Conflans comme un tigre en cage. De son grand pas masculin, elle allait des appartements d'habitation qui dominaient la Seine à la cour principale, entourée de la galerie, d'où, par-dessus les frondaisons du bois de Vincennes, on pouvait apercevoir les étendards du manoir royal. Sa rage ne connut plus de bornes lorsque le 15 mai, Louis X, mettant à exécution ses projets, nomma gouverneur de l'Artois le maréchal de Champagne, Hugues de Conflans. Mao vit dans le choix de ce gouverneur une volonté de dérision et comme un suprême outrage. « Conflans! Conflans !» répétait-elle. « On m'enferme à Conflans et l'on nomme Conflans pour me voler mon bien !» En même temps, sa dent cassée la faisait cruellement souffrir. Un abcès s'était formé. Sans cesse, Mao tordait la langue, ne pouvant se retenir d'aviver le mal. Elle déchargeait sa colère sur son entourage. Elle avait giflé pendant un office maître Régnier, chantre de la chapelle, pour une défaillance de voix. Jeannot le Follet, son nain, se cachait dans les encoignures, du plus loin qu'il l'apercevait. Elle s'emportait contre Thierry d'Hirson, qu'elle accusait, lui et son abusive famille, d'être la cause de tous les ennuis. Elle reprochait même à sa fille Jeanne de n'avoir pas su retenir son mari de courir au conclave. « Que nous importe un pape » criait-elle, « lorsqu'on est en train de nous dépouiller. Ce n'est pas le pape qui nous rendra l'Artois. » Un matin, elle apostropha Béatrice. « Et toi, tu ne peux rien faire, non ? N'es-tu donc bonne qu'à me prendre mon argent, t'affubler de robe et tourner de la croupe devant le premier chien coiffé ? As-tu décidé de ne mettre d'aucune ressource ? » ?»« Comment, madame ? Les clous de girofle que je vous ai portés ne vous ont-ils point apaisé la douleur ? » ?»« S'agit bien de ma dent. J'en ai une plus grosse à arracher, et tu en sais le nom. Ah, quand il est question de filtre d'amour, tu t'agites, hein. Tu te donnes de la peine, tu découvres des magiciennes. Et s'il me faut un vrai service ? » ?»« Vous oubliez, madame, vous oubliez bien vite comment j'ai fait enfumer messire de Nogaret, et ce que j'ai risqué pour vous. » »« Je n'oublie pas. Mais Nogaret aujourd'hui me semble petit gibier. » Si Mao ne reculait guère devant l'idée du crime, il lui déplaisait fort d'avoir à l'exprimer précisément. Béatrice, qui la connaissait bien, mettait quelque perfidie à l'y obliger. La regardant à travers ses longs cils noirs, la demoiselle de Parage, de sa voix lente, vaguement ironique et qui traînait sur la fin des mots, répondit « Vraiment, madame ? Est-ce si haute mort que vous souhaitez ? » ?»« Et à quoi crois-tu donc que je pense depuis une semaine, double sotte ? Que veux-tu qu'il me reste à faire ? Sinon que de prier Dieu de l'aube au soir et du soir au matin pour que Louis se rompe le col en tombant de cheval ou qu'il s'étouffe la gorge avec une noix sèche. » »« Il est peut-être de plus rapides moyens, madame. »« Va donc me les trouver. Tu seras bien habile. Ah, de toute manière, ce roi n'est pas destiné à faire de vieux os. Il n'est que de l'entendre tousser pour s'en convaincre. Mais c'est maintenant qu'il me conviendrait qu'il crevât. Je ne serais en paix que lorsque je l'aurais conduit à Saint-Denis. Car ainsi, monseigneur de Poitiers deviendrait peut-être régent du royaume, et il vous rendrait l'Artois. Et voilà, ma petite Béatrice, tu me comprends à merveille. Mais tu comprends aussi que ce n'est point une entreprise aisée. Ah, celui qui me fournirait une bonne recette de délivrance, je ne lui marchanderais pas l'or, je te l'assure. La dame de Ferrienne connaît de ces recettes. Par magie, cire fondue et formule de conjuration. Louis a déjà été envoûté, à ce qu'il paraît. Regarde-le, il ne s'est jamais mieux porté que ce printemps, à croire qu'il a partie liée avec le diable. S'il a partie liée avec le diable, il n'y a peut-être pas grand péché à l'envoyer en enfer, par nourriture convenablement préparée. Et comment t'y prendras-tu ? Tu vas aller lui dire, voici une belle tarte aux groseilles que votre cousine Mao, qui vous aime tant, vous envoie. Oh,
Et il va y mordre les yeux fermés. Sache que depuis cet hiver, par quelque soudaine peur qu'il a prise, il fait goûter 3 fois les mets qui lui sont servis. Et que 2 écuyers en armes accompagnent son plat depuis le four jusqu'à la table. Ah, c'est qu'il est craintif autant que méchant. » Béatrice regardait en l'air et se caressait le cou du bout des doigts. « Il communie souvent, m'a-t-on dit. Et l'hostie s'avale de confiance. Ces choses qui viennent trop facilement à l'esprit pour qu'on ne s'en défie pas. Le chapelain lui-même est surveillé. Mathieu de Trie garde constamment sur lui la clé du tabernacle dans son aumônière. Est-ce là que tu l'iras prendre ? » « Bah, on ne sait, dit Béatrice en souriant. L'aumônière se porte sous la ceinture. Mais c'est quand même un moyen hasardeux. Si nous frappons, mon enfant, ce doit être à coup sûr, et sans que nul puisse jamais savoir d'où il vient. » Elles demeurèrent un moment silencieuses. « Vous vous êtes plainte l'autre jour, dit Béatrice, de ce que les cerfs infestaient vos bois et mangeaient vos jeunes arbres. Je ne verrais point de mal à demander à la Férienne quelque bon poison où tremper des flèches pour tirer les cerfs. Le roi est assez friand de venaison. »« Bien sûr, et toute la cour en crèvera. Oh, pour ma part, je ne risque rien, je ne suis plus convié. Mais je te le répète, tous les plats sont essayés sur des valets avant que d'être présentés, et de plus, ils sont touchés à la licorne. On découvrirait vite de quelle forêt provient ce cerf. Enfin, voir le poison est une chose, le placer en est une autre. Fais-le préparer dès à présent, et qu'il soit d'action brève, et ne laisse point de traces. Béatrice, ce manteau de marbré que j'avais mis pour voyager en allant au sacre, il te plaisait fort, je crois. Eh bien, il est à toi. » « Oh, madame, madame, quelle bonne âme vous avez !» Et Béatrice embrassa Mao. « Aïe, ma dent !» s'écria la comtesse, en portant la main à la joue. « Et dire que je l'ai brisée sur une dragée que Louis m'a offerte. » Elle s'arrêta net, et son œil gris se mit à luire sous les sourcils. « Les dragées !» murmura-t-elle. « Eh bien, c'est cela, Béatrice. Procure-toi ce poison, en disant bien qu'il est destiné à mes serfs. Je pense qu'il nous sera utile. »